Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, notre traditionnelle minute qualité du médico-social avec notre thématique du jour sur la gestion des risques de maltraitance, focalisée particulièrement sur un retour d'expérience pour lequel on remercie la page, et notamment Héloïse Vauconsant, de nous partager l'initiative portée au niveau de la structure. Alors, nous sommes plusieurs autour de la table aujourd'hui pour animer ce Minute Qualité du médico-social. Donc, tout d'abord, Émilie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Émilie Doranlot, chargée de mission à Cadirel Santé, pilote sur le secteur médico-social et également je travaille avec l'équipe sur les événements indésirables graves associés aux soins. Véronique. Oui, bonjour, Véronique Pouzet, donc pilote sur la mission des événements indésirables graves associés aux soins et également sur les enjeux bien-traitance, maltraitance. Voilà, et Héloïse qui prendra une bonne part de ce Minute Qualité du médico-social. Héloïse, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous nous entendez? Je vais autoriser. Bon. C'est bon pour vous, Héloïse? Oui, bon. Merci d'être parmi nous dans tous les cas, puisqu'effectivement, notre thématique du jour autour des luttes contre les maltraitances, donc on va bien entendu reposer le cadre du contexte des enjeux associés, notamment à la fois dans les recommandations de bonne pratique, mais aussi dans les notions fondamentales qui sont attendues au sein du référentiel d'évaluation pour les structures médico-sociales. L'idée, c'est ensuite de partager votre expérience, Héloïse, avec les messages pédagogiques associés. Et puis, à la fin du webinaire, on reviendra sur les ressources qui sont à votre disposition et les accompagnements de Calirel Santé. Et puis, on prendra un temps, on l'espère suffisant, pour que vous puissiez, vous, participants, poser toutes vos questions. Alors, comme d'habitude, vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur ce minute qualité du médico-social. Donc, vous avez pour l'instant vos micros de fermés, mais vous avez bien entendu la possibilité de nous poser toutes vos questions, commentaires ou remarques sur le chat. Et puis, en fin de session, en fait, on laissera la possibilité de réactiver les micros pour permettre à chacun de pouvoir interagir. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et effectivement, pour cette thématique qui nous porte aujourd'hui, on est bien sur une thématique qui est étroitement liée au management par la qualité et la gestion du risque, notamment quand on accueille des personnes en structure médico-sociale, puisque on le sait qu'au-delà des risques associés aux soins, on a aussi les risques liés à l'accompagnement. Et le sujet de la maltraitance prend une part importante et on le verra au travers des évolutions de la définition de la maltraitance et des recommandations de bonnes pratiques, ce terme, en fait, ce concept de maltraitance vient embrasser une globalité des pratiques et des accompagnements au sein de nos structures. Parce qu'effectivement, on a souvent l'image d'une situation de maltraitance qui est un lien entre une personne accompagnée et un professionnel, mais on le sait bien et la compréhension des situations de maltraitance nous l'apprend que l'évitabilité de ces situations, elle ne peut pas se résumer à une seule posture individuelle du ou des professionnels, mais elle est plus globale et elle nécessite de vraiment re-questionner tout le système de fonctionnement de nos structures, à la fois au niveau institutionnel, au niveau managérial, collectif et bien entendu individuel. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va essayer de vous partager en termes de points de repère et de retour d'expérience au travers de ce minute qualité du médico-social. Et je laisse tout de suite la parole à Émilie qui va revenir sur les fondamentaux justement portés par la Haute Autorité de Santé. Merci Noémie. En effet, on voulait faire un zoom rapide dans le cadre du dispositif d'évaluation. C'est l'opportunité aussi de vous redire que la HS a actualisé son manuel au cours de l'été. Vous pouvez le retrouver sur leur site. Alors, pas de changement sur les critères et les objectifs qu'on va vous rappeler aujourd'hui, mais une mise à jour des références réglementaires. Et comme le présentera Véronique, l'actualité depuis 2022 a été riche. Donc, c'est une opportunité que vous puissiez consulter l'ensemble de ces références réglementaires.
Donc, le zoom sur la thématique plus spécifique de la maltraitance. Donc, vous voyez que ça s'inscrit dans le chapitre 3 qui est relatif à l'établissement et plus particulièrement dans la thématique qualité et gestion des risques. Et donc, un zoom sur l'objectif 3.11 avec la définition du plan de déploiement des risques de maltraitance et de violence qui se décline autour de 3 critères, dont 2 sont impératifs. Vous connaissez désormais l'importance de ces critères qui sont vraiment ce qui est attendu spécifiquement dans le cadre de la continuité des accompagnements. Donc, le premier critère qui est relatif à la définition du plan de prévention et Véronique et Noémie y reviendront très largement et ça sera l'opportunité pour Héloïse d'illustrer ces éléments par rapport à son retour d'expérience. Le second critère qui est relatif au traitement des signalements de maltraitance et de violence. Et puis le troisième critère qui lui est standard, qui est relatif à la sensibilisation et à la formation et au signalement des faits de maltraitance et de violence. Si on zoome rapidement également sur le bilan 2024, alors c'est vrai que jusqu'alors, jusqu'à très peu de temps, on avait peu d'éléments quantitatifs qui nous étaient partagés, mais désormais, vos évaluations sont disponibles sur le site de la HAS. Donc, la HAS a fait un nouveau bilan pour les évaluations 2024 qui montre que globalement, le niveau de qualité reste satisfaisant avec une légère baisse, mais plutôt liée aux évolutions méthodologiques. Donc, un zoom sur les points forts qui sont liés plutôt au chapitre 2, sur tout ce qui est respect des droits, vous voyez, liberté d'aller et de venir, dignité, intégrité, liberté de conscience et vie privée, intimité. Et vous voyez les points améliorés qui restent dans la continuité de ce qui avait été mis en exergue en 2023 concernant la gestion de crise, la gestion des risques de maltraitance et de violence et tout ce qui est plainte et réclamation. Et si on zoome plus particulièrement sur tout ce qui est gestion des risques de maltraitance, ce qui est mis en exergue, c'est l'absence de définition dans le projet d'établissement en lien avec l'évolution du décret de 2024. Et en fait, dans 56% des évaluations, on n'est pas retrouvé ce plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance. D'où l'importance de ce qui va nous être présenté juste après. Voilà pour ce rapide bilan 2024. Et je laisse la parole à Véronique qui va vous présenter les éléments de recommandation. Merci, Émilie. Donc, dans nos notions fondamentales, euh, nous avons maintenant une définition qui est intégrée à une loi, la loi du 7 février 2022, qui explique ce que l'on met derrière le mot maltraitance comme étant, il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsque un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Donc, c'est vraiment la base, c'est-à-dire qu'on a maintenant cette définition qui nous accompagne et qui est également accompagnée d'un vocabulaire qui est issu d'une démarche nationale de consensus, d'un vocabulaire partagé sur les maltraitances et qui est venu enrichir cette définition avec cette typologie de risque de maltraitance que vous voyez comme étant physique, sexuelle, psychologique, matériel et financier, exposition à un environnement violent, discrimination et tout ce qui concerne les négligences, l'abandon et aussi les privations de la personne que l'on peut accompagner. Donc, on parle bien de vulnérabilité également, parce que c'est un terme très, très important qu'on utilise beaucoup lorsqu'on parle de maltraitance sont venus ajouter à ces deux éléments qui étaient déjà très forts et très importants pour commencer à travailler sur cette thématique de la maltraitance, les recommandations HAS que l'on attendait, qui sont arrivées le 3 octobre dernier, que vous retrouverez dans les liens aussi, et qui sont vraiment accessibles pour les personnes, ayant pour cible les personnes adultes en situation de vulnérabilité. C'est vraiment un document qui est très riche et intéressant pour à la fois travailler au niveau de la gouvernance, au niveau des professionnels de terrain, mais aussi pour informer et sensibiliser nos usagers.
À côté de ça, on vous a mis aussi une autre recommandation sur l'évaluation et la possibilité d'être vigilant sur les maltraitances intrafamiliales que l'on peut découvrir ou au moins en tous les cas penser au sein d'une famille lorsque l'on peut accompagner des personnes accompagnées. Donc ces deux éléments, vous les retrouverez bien sûr dans le chat et ils sont complémentaires et très riches. Dans tous les cas, sur celui qui concerne la bientraitance et les signaux de maltraitance, il avait vraiment pour but d'encourager la diffusion des bonnes pratiques et puis aussi rappeler les postures professionnelles que l'on doit avoir lorsqu'on parle de bientraitance et de maltraitance. Il est là aussi pour faciliter le repérage des situations de maltraitance et vous verrez en fin de présentation que notre parcours est totalement en phase avec ce qui est attendu. Identifier des signaux, améliorer la prévention, bien sûr, mais aussi l'analyse des situations qui peuvent être avérées. Et donc, les principales choses qui sont attendues, c'est d'être en capacité de définir un plan de prévention et de gestion de maltraitance que Denis vous présentera juste après, d'engager, bien sûr, que la direction engage dans son projet d'établissement et aussi dans ses actions des choses concernant la bientraitance, mais aussi la maltraitance, d'être en capacité de garantir aux personnes leur liberté de choix et d'agir en partenariat aussi avec toutes les personnes qui sont autour, les personnes qu'on accompagne, qui sont les représentants des personnes, mais aussi les aidants, qui sont les mêmes. Coordonner la bientraitance et la maltraitance, non pas seule, mais en lien avec les démarches qualité gestion des risques. Il y a vraiment beaucoup de points à faire. Identifier en interne des référents bientraitance pour être les pilotes et les personnes ressources quand il y a des besoins. Former et sensibiliser encore l'ensemble des professionnels pour pouvoir promouvoir une culture du signalement fondée sur la culture juste que vous connaissez déjà et un management équitable comme celui que l'on peut souhaiter et attendre dans le cadre d'un événement indésirable associé aux soins. Favoriser les signalements, bien entendu, qui sont en lien avec la maltraitance. Intégrer les signalements dans vos dispositifs et vos organisations de gestion des risques, que ce soit au niveau des déclarations, mais aussi des analyses et des retours d'expérience. Identifier et prévenir les risques avec les moments sensibles, et il y a des fiches qui sont spécifiques pour ça, et prévoir bien sûr des temps d'analyse de pratique puisque c'est la base. Et vous avez sur la diapositive aussi un outil qui est très intéressant, qui est un algorithme que vous trouverez dans cette recommandation, qui vous permet, quand vous vous posez la question d'un événement ou d'une situation, de savoir si, oui ou non, vous êtes face à une situation de maltraitance. Je vous conseille d'aller regarder ces éléments. Alors, on va laisser Noémie nous parler du plan de prévention de la maltraitance. Mais merci Véronique, parce qu'effectivement, au-delà de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, en fait, le sujet de la maltraitance, c'est pas un sujet récent, même si on a une médiatisation et une société qui est de plus en plus, qui a beaucoup d'attentes en fait sur la façon dont on va accompagner les personnes en structure à la fois sanitaire, mais aussi médico-sociale. Et on parle beaucoup de ce fameux plan de prévention des risques de maltraitance qui peut donner la sensation que c'est une énième procédure ou un énième plan d'action. En fait, ce plan de prévention des risques de maltraitance, il n'en est rien. On a à Calirel Santé fait une synthèse, en particulier de la recommandation à l'époque de l'ANESM de 2008, qui permet quelque part, en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé que vient de vous présenter Véronique, une synthèse en fait de toutes les briques qu'il est nécessaire de mobiliser pour avoir une organisation structurée et systémique des luttes contre les maltraitances. Donc, en pratique, ça se situe au niveau de trois gros axes à développer. Le premier axe, c'est de développer une conscience et une connaissance des risques de maltraitance. On parle beaucoup de promotion de la bientraitance. On a aussi un regard sur la sémantique autour du terme maltraitance, qui est très en lien avec des maltraitances euh, qui sont marquantes, violence physique, violence verbale, avec un impact fort. Comme l'a présenté Véronique, la définition de la maltraitance, aujourd'hui, elle est beaucoup plus élargie et elle intègre aussi toute la part ce qu'on appelait auparavant les maltraitances ordinaires, c'est-à-dire les petits actes de la vie quotidienne qui peuvent être introduits dans les pratiques sans en mesurer l'impact sur la personne accompagnée.
Donc, ce développement de la conscience et la connaissance des risques de maltraitance, ben, ça nécessite de l'avoir à tous les niveaux, et notamment de l'avoir par l'équipe d'encadrement, pour que l'encadrement puisse lui aussi être outillé en termes d'attente. Qu'est-ce qu'on attend de l'encadrement pour accompagner ses équipes dans l'accompagnement des personnes accompagnées? La formation systématique de l'encadrement sur les sujets, la connaissance des risques spécifiques de l'établissement pour lequel vous êtes exposé. Ce qu'il est certain que quand on accompagne des personnes âgées en EHPAD, les risques ne sont pas complètement les mêmes que quand on accompagne des jeunes en IME ou des travailleurs en situation de handicap en ESAT. L'exposition au risque de maltraitance à des moments clés de l'accompagnement ne sont pas complètement les mêmes. Donc, quels sont les risques spécifiques de l'établissement? Quel est le climat social? C'est-à-dire qu'on sait que le lien entre lutte contre les maltraitances et conditions de travail est extrêmement étroit. Ce n'est pas à vous que nous allons l'apprendre. Donc, comment on intègre aussi ces enjeux de qualité de vie au travail auprès de l'encadrement? Et puis, quel recours a lui-même l'encadrement en cas de dysfonctionnement lié à la direction qui entraîne des problématiques pour accompagner les équipes? Cette conscience des risques de maltraitance, elle est bien entendu aussi à l'attention des professionnels qui sont en première ligne dans la relation de la personne accompagnée dans les soins et dans l'accompagnement. Donc, comment dans vos organisations, il y a une sensibilisation des nouveaux arrivants aux valeurs que vous portez au sein de la structure et aux attentes spécifiques dans la relation avec la personne accompagnée? Comment vous intégrez ce sujet-là dans les formations pluriprofessionnelles? Est-ce qu'il existe des espaces pour aborder la réflexion sur les risques spécifiques de l'établissement? Sont-ils connus? Et les risques spécifiques du service, puisqu'en fonction de l'organisation de l'établissement, vous pouvez aussi avoir des unités spécialisées où le risque de maltraitance est exacerbé, lié par exemple aux troubles cognitifs de la personne accompagnée. Et puis quand on parle de maltraitance, ce n'est pas qu'une histoire institutionnelle, ça nécessite aussi d'avoir une conscience et une connaissance des risques de maltraitance par les personnes accompagnées et leurs proches, pour qu'ils puissent être informés dès l'accueil en matière de prévention, de bonnes pratiques, mais aussi de recours en cas de situation qui les interpelle. Donc cette conscience et la connaissance des risques de maltraitance, elle doit être intégrée en fait dans tous les processus d'accompagnement professionnel et résidents usagers au niveau de vos structures. La deuxième brique, qui est presque le moteur en fait pour faire vivre la démarche, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il ne suffit pas de sensibiliser pour incarner et intégrer cette lutte contre les maltraitances au sein d'un établissement. Donc, c'est de mettre en place une organisation et des pratiques d'encadrement qui sont conformes aux objectifs de prévention de la maltraitance. Ça va se situer dans 4 grandes actions. Déjà, d'avoir clairement une démarche institutionnelle de prévention avec un cadre d'intervention et de responsabilité des professionnels par métier. Donc, ça veut dire que derrière ce cadre d'intervention et des responsabilités de professionnels par métier, ben, on va tout simplement parler des fiches de poste. Qu'est-ce qu'on attend au sein du cadre de fonctionnement pour chaque professionnel? Comment on a des modalités de coordination entre les métiers? On sait que dans nos structures, il y a des temps de transmission, des temps de staff sur des profils de métiers, mais existe-t-il au sein de vos structures des temps de coordination où les différents métiers, que ce soit de l'accompagnement, de l'hôtellerie, des services techniques, administratifs, ont la possibilité de partager autour des sujets d'accompagnement au sein des structures? Bien entendu, un règlement de fonctionnement explicite. Alors, ce qui peut sembler un peu étonnant de le voir ici, mais tout la base et les fondements de l'organisation de votre établissement se placent aussi dans le règlement de fonctionnement de votre structure. Le rythme et l'organisation de votre établissement en phase avec l'accompagnement. Bien entendu, l'aménagement du cadre de vie. Et puis, l'a évoqué aussi Véronique dans les recommandations de bonnes pratiques, ben, tous les temps de réflexion sur les pratiques entre professionnels en termes d'analyse de pratiques, d'analyse des événements indésirables, et on va y revenir sur la dernière brique. Et puis, bien entendu, de pouvoir aussi favoriser le regard extérieur sur la structure, la prise de recul, et de pouvoir solliciter des associations ou des intervenants externes. Je crois qu'Héloïse nous en dira quelques mots pour ben, prendre du recul par rapport aux pratiques internes au sein de la structure. La deuxième brique, c'est de mobiliser les outils qui vont être contributeurs à la prévention. Donc d'avoir tout simplement un dossier et un projet personnalisé qui permettent de personnaliser l'accompagnement et qui soit systématique pour chaque personne accompagnée, et des outils et procédures
en matière de signaux faibles, de gestion des événements indésirables, de maltraitance avérée et de gestion de crise, qui soient formalisés, écrits, connus et partagés auprès de l'ensemble des professionnels. On ne peut pas parler de maltraitance sans parler d'accompagnement des professionnels. Donc, qu'est-ce qui est fait en matière de prévention au moment du recrutement? Est-ce qu'au moment du recrutement, il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées? Comment ce sujet-là est abordé lors des entretiens annuels? Et est-ce que dans votre plan de formation interne, vous avez des formations qui permettent de sensibiliser et d'accompagner la réflexion autour du sujet? Bien entendu, on va y retrouver les risques psychosociaux au sein de votre analyse de votre DERP, en fait, de votre document unique des risques professionnels, en particulier l'usure professionnelle, et puis la prise en compte et l'accompagnement sur les violences des personnes accompagnées à l'échelle individuelle et collective. Et puis, bien entendu, ben, tout cela nécessite un positionnement de l'encadrement en termes de disponibilité, accessibilité, respect des droits et réactivité. Donc ça, c'est la brique, on va dire, fondamentale et qui va donner corps à votre démarche de prévention, de lutte contre les maltraitances. Et comme ça l'a été précisé, ben, on a beau mettre plein de choses en place, en fait, on a des situations, des signaux faibles ou des situations qui nécessitent de pouvoir questionner nos pratiques et nos organisations. Et c'est là où on fait le lien avec le management par la qualité et la gestion des risques, notamment la démarche qualité, avec un traitement individualisé à la fois de l'accompagnement de la personne qui est victime d'une situation de maltraitance, avec une réponse adaptée à ces situations auprès du professionnel, à la fois des signaux faibles, de l'apprentissage collectif jusqu'à la réponse qui peut être disciplinaire dans chacun dans des situations particulières, et puis bien entendu un accompagnement des personnes elles-mêmes et de leurs proches. Ce qui va être important aussi, c'est la communication, à la fois d'informer les représentants légaux, de communiquer bien entendu auprès de la personne victime et de façon ciblée auprès des autres personnes accompagnées, puisqu'on sait qu'un signal peut entraîner aussi des questionnements auprès des autres personnes accompagnées. Et la dernière brique, c'est de mettre en place un suivi et de la pédagogie auprès des professionnels, appeler un chat, énoncer le fait de maltraitance dans un cadre légal et moral, de communiquer et d'accompagner les professionnels, de ne pas hésiter à solliciter un appui externe, notamment quand les situations sont empreintes d'émotions, et de mener une analyse de cause à distance, et on y reviendra tout à l'heure sur les ressources qui sont à votre disposition. Ce qui est attendu dans un plan de lutte contre les maltraitances, ce n'est pas nécessairement un document formalisé. Quelque part, cette diapo-là, vous pouvez l'utiliser en checkant pour vous assurer que vous avez pris en compte l'ensemble de ces éléments dans votre organisation d'établissement. Et vous pouvez résumer votre plan de lutte contre les maltraitances aux réponses adaptées à chacune de ces attentes. Ça l'a été dit aussi, excuse-moi Véronique, ça l'a été dit aussi en introduction, on a une définition qui est beaucoup plus élargie que celle qu'on pouvait, en tout cas, qu'on avait chacun en tête en fonction de son histoire personnelle et son histoire professionnelle. On a voulu aussi reposer le sujet de la maltraitance dans un cadre un petit peu plus global, puisqu'on a beaucoup parlé de promotion de la bientraitance. On sait que quand on parle de ces sujets-là, on a un lien assez étroit avec les démarches de réflexion éthique. On ne peut pas avoir une approche sécuritaire sur tout. Quelquefois, on a un dilemme sur certaines situations. Et puis, on a cette gestion des événements indésirables qui s'oppose à nous. Donc, comment on positionne chaque démarche dans une approche un petit peu globalisée. Donc, à Calirel Santé, on a essayé de vous schématiser cela au travers d'une pyramide qui nous semble assez explicite pour voir comment tout cela s'imbriquait les uns dans les autres, en partant du principe que les pratiques professionnelles et l'organisation d'établissement, c'était le socle même de la démarche, et que ce socle même de la démarche, c'était tout ce qui tournait autour de la promotion de la bientraitance, avec ce cadre de fonctionnement, les rôles et missions qui sont clairement définis, les temps d'analyse de pratique et l'amélioration continue de la qualité, qui vont permettre aux professionnels de mobiliser les savoir-être et savoir-faire, ce qui constitue en fait tout simplement le quotidien des professionnels. Et puis le quotidien des professionnels, il peut être aussi ponctué de situations latentes, de pratiques à risque, qui va nécessiter un accompagnement individuel du professionnel pour rappeler le cadre, rappeler les bonnes pratiques, ou à l'échelle des équipes, de pouvoir avoir des situations qu'on va analyser
en équipe qui vont amener un certain nombre de réflexions. Et puis, on peut avoir aussi des situations de dilemme qui vont amener une réflexion plus éthique. Et puis, malgré cela, malgré ces situations latentes, eh bien, on peut avoir la survenue d'événements indésirables associés aux soins ou associés aux actes d'accompagnement qui rentrent dorénavant dans la définition des maltraitances et qui va nécessiter des actions à la fois de sécurité des personnes, de déclaration interne, de se dire que cet événement indésirable nécessite qu'on en rediscute et qu'on mette un plan d'action qui soit institutionnel. Donc, on va mobiliser l'analyse de cause de cette situation et puis surtout, on va faire du retour d'expérience auprès des équipes. Et puis, en haut de la pyramide, ce qui arrive peu fréquemment, mais qui peut arriver, on est face à des faits graves qui nécessitent une alerte externe. Donc, dans ce cas-là, on va bien entendu, en première intention, sécuriser les personnes, procéder au signalement aux autorités compétentes et pouvoir avoir une réponse disciplinaire à une situation si la responsabilité et l'intentionnalité est avérée au travers de la situation de maltraitance. Donc on voit bien que derrière le mot, la définition de maltraitance, on a tout un ensemble de progression. En fait, c'est une approche progressive qui repose sur un élément fondamental, c'est de pouvoir, en première intention, promouvoir les bonnes pratiques dans un cadre de fonctionnement avec des rôles et des missions clairs et définis, et puis une sensibilisation des professionnels sur les pratiques de savoir-être et savoir-faire. Donc, on vous invite vraiment à garder ce schéma-là en tête pour repositionner les questions de définition et de positionnement, promotion de la bientraitance, réflexion éthique et démarche de gestion des événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement. Merci Noémie. Nous allons maintenant présenter Héloïse Vaucanson, responsable projet et amélioration continue de la page, qui va nous faire un retour d'expérience sur ses projets en cours et ceux qui sont bien avancés concernant la maltraitance. Donc, se présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Héloïse Vaucanson, responsable projet au sein de la page Sarthe-Mayenne. Donc, avant de vous faire un petit descriptif de mon retour d'expérience, je voulais vous présenter notre association et puis l'établissement dans lequel on a déployé le projet. Donc, la page Sarthe-Mayenne a été créée en Sarthe en 1965 et elle est affiliée depuis 2010 à la Fédération nationale. Donc, l'association pour adultes et jeunes handicapés se donne pour vocation en fait d'apporter des réponses à tout type de handicap. Et la page Sarthe-Mayenne est à la fois une association administrative et gestionnaire dans le sens où elle accompagne plus de 1000 personnes au travers d'établissements et de services donc répartis sur les deux territoires. Et puis, c'est aussi une organisation militante, et c'est important de le signaler, qui regroupe chez nous un peu plus d'une centaine d'adhérents qui représentent les valeurs de la page devant les autorités publiques, devant les partenaires internes ou externes, pour promouvoir les valeurs et pour faire évoluer les mentalités. Donc la mission de la page, assurer l'accès à tous, pour tous, avec tous. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour au quotidien dans nos établissements. À la suite de cette présentation, je voulais vous montrer un petit peu notre cartographie des établissements. Voilà. Donc, je vais passer très rapidement, mais c'était de vous montrer en fait que on est principalement implanté dans le territoire de la Sarthe et notamment à Laval, en Mayenne, où on a des services du dispositif sensoriel. Donc, comme vous le voyez, en fait, nos trentaines d'établissements et services sont regroupés en différents dispositifs, et donc ils sont au nombre de 6. En fonction vraiment des objectifs d'accompagnement des différents lieux. Et donc, on a aussi 316 professionnels qui travaillent quotidiennement. Donc, on accompagne de la naissance jusqu'à la fin de vie. Pour continuer mes propos, je voulais aussi vous présenter rapidement notre organigramme, parce que c'est important ça va découler après par rapport à notre organisation. Donc, comme toute association, on a une gouvernance associative, donc avec un président, son conseil d'administration et son bureau. Et puis tout ce que vous voyez en haut de l'organigramme, c'est ce qu'on appelle chez nous les fonctions support. Donc, on va retrouver une direction des ressources humaines, une direction financière
Et on a aussi ma fonction qui est la responsabilité de projet. Et en fait, les fonctions support vont vraiment appuyer, outiller les différents dispositifs. Donc, c'est ce que vous voyez en colonne de couleur. Et donc l'idée, en fait, c'était vraiment que voilà, la responsable de projet soit une tierce personne qui vienne épauler autant les équipes de direction que les équipes sur le terrain pour différents sujets. Et puis tout en bas de l'organigramme, on a aussi une plateforme qui est transversale, donc c'est notre plateforme d'orientation et de coordination des parcours. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'association. Et je me suis permise aussi de présenter Calista. Donc Calista, c'est la marque commerciale de la page Sarthe-Mayenne. Je vous en fais la présentation puisque c'est sur l'un de ces sites en fait qu'on a déployé le projet. Donc Calista, c'est 4 ESAT et 2 EA qui regroupent 300 travailleurs. Ils ont 8 grands domaines d'activité et on est sur 4 sites sartois. Voilà. Donc je vous ai entouré le site sur lequel on a déployé la démarche. Donc c'est sur l'ESAT et les ESAT du site de Saint-Calais. Donc voilà, pour faire mon petit retour d'expérience, Calirel Santé m'a posé plusieurs questions. Donc la première, Alors oui, en effet, Héloïse, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est l'origine de la démarche, voilà, quel est le point de départ qui vous a donné envie de vous lancer dans cette démarche? alors j'ai identifié plusieurs actions. Donc la première, en fait, en fin 2023, on a identifié une personne, une ressource en fait qui allait piloter cette thématique. Donc c'était notamment en ma personne et en ma fonction où j'ai pris la responsabilité de la responsabilité de projet sur l'ensemble de la page. Et donc ça a aidé aussi la direction générale d'avoir un rétro-planning un petit peu plus clair. J'ai aussi identifié qu'en 2024, on a travaillé à réactualiser notre guide associatif de la bientraitance. Et c'est vrai on a bien sûr abordé cette notion de bientraitance, mais avec les évolutions juridiques, on a bien évidemment intégré cette nouvelle définition légale de la maltraitance. Et on a voulu avoir un guide qui soit vraiment accessible pour les professionnels où le professionnel peut aussi bien retrouver des définitions, qu'est-ce que la maltraitance, et expliquer les termes, parce que comme on l'a vu précédemment, la définition est très large et elle souligne beaucoup de choses. Mais on voulait aussi, comme c'est un guide, qui donne des outils pratico-pratiques. Si un professionnel est confronté à une situation de maltraitance, comment l'aider à rédiger une information préoccupante ou à faire un signalement. Donc on a même été jusqu'à mettre les coordonnées. Donc voilà, on a vraiment réactualisé, recentralisé toutes les informations dans un guide pratico-pratique vraiment à destination des professionnels. J'ai aussi mis que depuis 2023, on a, comme vous le savez, lancé les évaluations HAS. Donc nous, sur nos ensembles des établissements et services, les évaluations ont commencé en 2023 et vont se terminer en 2027. Et c'est vrai qu'à la lecture des premières évaluations sur les rapports finaux, on voyait bien que sur la thématique qualité-gestion des risques, au regard des critères impératifs, nous n'avions pas des cotations suffisantes. Donc, on a été obligé de déployer des plans d'action prioritaires. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu mis au travail de manière collective, puisqu'on voyait bien qu'il n'y avait pas un établissement qui était isolé sur cette thématique-là. J'en ai profité aussi, puisqu'on a réactualisé notre guide, pour harmoniser les outils qui existaient dans les différents services et établissements, notamment avec la fiche EI, la fiche événements indésirables, la fiche plainte et réclamation. Et puis, on n'a pas oublié, bien sûr, les personnes que l'on accompagne. Donc, le guide associatif de la bientraitance, prévention des maltraitances, je l'ai aussi accessibilisé en FALC, donc en facile à lire et à comprendre, justement pour permettre aux personnes accompagnées et à leur entourage de comprendre ce qu'est la maltraitance, de donner des infos pour l'arrêter et puis essayer de la prévenir. Voilà.
Donc c'est vrai qu'on n'a plus un guide d'une quarantaine de pages, on a plutôt un petit fascicule d'une dizaine de pages, assez accessible et qui peut aussi servir aux équipes de terrain pour s'en servir comme support pédagogique. Et puis bah, notre point de départ aussi dans cette démarche, ça a été ma participation à l'atelier proposé par Calirel Santé, où justement on trouvait que cet atelier tombait un petit peu à pic par rapport à nos actualités associatives. Donc c'est pour ça que on a lancé la démarche à partir de 2024. Donc vraiment, en fait, toutes ces actions, elles ont vraiment pour but de renforcer cette acculturation des professionnels autour de la bientraitance, mais sans oublier justement la prévention des maltraitances. On a vraiment à cœur comme on l'a entendu au début de ce diaporama, de parler de bientraitance, mais aussi de prévention des maltraitances. Alors, Héloïse, quel projet avez-vous mis en œuvre pour vous emparer de cette thématique de lutte contre les maltraitances? On a voulu vraiment renforcer les actions de sensibilisation auprès de nos collaborateurs et des personnes accompagnées sur nos différents établissements et services, puisque ils représentent plus de 1000 personnes au niveau des personnes accompagnées et 300 collaborateurs. Donc, on a utilisé différents outils interactifs, ludiques, pour justement descendre ces nouvelles évolutions législatives par rapport à la maltraitance. Donc, on a notamment mis un quiz sur Kahoot, donc qui a permis quand même voilà, quand je présentais le nouveau guide associatif, et de passer aussi de manière un petit peu plus ludique et pédagogique voilà, les connaissances qui sont dans ce document et de les tester via le quiz. On a aussi utilisé pas mal les groupes d'expression dans les établissements et notamment les CVS pour communiquer sur l'existence des outils associatifs et notamment de l'outil en FALC. On a révisé nos procédures d'admission puisque voilà, on sait qu'il y a des personnes qui ont été admises voilà, depuis des années. On leur remet toute une batterie de documents. Donc nous, on a actualisé nos outils d'accueil pour renforcer dans les règlements de fonctionnement, livret d'accueil, nos actualités par rapport à cette thématique. Mais on a aussi voulu rajouter en document un petit peu obligatoire la fiche plainte et réclamation, le guide en FALC. Donc c'est vraiment une thématique que l'on souhaite donner à toute personne qui va être accompagnée au sein de notre association. Et enfin, j'ai rajouté révision des trames des ordres du jour, puisque, par exemple, sur la trame de l'ordre du jour du CVS, on n'abordait pas forcément cette thématique de la bientraitance, parce que, voilà, on en parlait, mais un petit peu de manière déguisée. Et là, du coup, on a écrit que, voilà, dans l'ordre du jour, il fallait parler de cette thématique de la bientraitance et de la prévention des maltraitances. Et comme ça permet aux professionnels concernés, aux élus, en fait, de travailler sur cette thématique-là. On a aussi mis en place un copil bientraitance spécifique. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on a réactualisé nos outils papier. Et c'est vrai qu'on s'est dit que le papier, c'est bien, mais voilà, pour des professionnels qui ont voilà, leur quotidien, un petit peu la tête chargée, et puis qui n'ont pas forcément de temps à se poser pour vraiment regarder tous les documents voilà, qui émanent des fonctions support. On voulait trouver d'autres outils un petit peu plus ludiques et un petit peu innovants pour justement aborder cette thématique de la maltraitance et de prévention des maltraitances, sans oublier aussi la sensibilisation des personnes que l'on accompagne. Donc, on a créé un copil où justement on a développé un projet audiovisuel où on a souhaité vraiment mettre en image des situations de maltraitance qui pourraient se passer sur nos établissements et services. Alors l'idée, c'était pas de montrer de la maltraitance pour montrer de la maltraitance, mais c'était vraiment voilà, de montrer des scènes du quotidien qui pourraient s'apparenter à de la maltraitance. Et en fait, ce format audiovisuel pourrait permettre, dans un deuxième temps, voilà, de provoquer des échanges avec les professionnels sur leur posture et aussi avec les personnes que l'on accompagne.
Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est aussi un projet qui nous a tenu à cœur cette année et que, voilà, on a réussi à tenir le calendrier puisqu'on a fait une présentation officielle de nos vidéos à notre AG qui s'est déroulée début juillet 2025. Merci Héloïse. Dans la continuité, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous avez justement structuré cette démarche projet et quelles sont pour vous les étapes incontournables? Oui. Alors là, pour ce projet-là, donc de repérage des situations à risque de maltraitance, beaucoup d'étapes. La première, c'est que une fois sortie de l'atelier de Calirel, j'ai réfléchi à comment on pouvait mettre en pratique à la page toute la méthodo proposée. Et moi, j'avais en tête que je voulais pas y aller seule en tant que responsable projet. Donc c'est pour ça que ma première étape, c'est de faire valider la fiche projet à notre direction générale, où voilà, j'ai présenté les enjeux, la méthodo, le calendrier prévisionnel et ce que ça allait impliquer aussi dans les différents établissements et services. Donc, une fois l'adhésion de la direction générale, j'ai descendu un petit peu ma communication et j'ai fait la même présentation au niveau de l'ensemble du comité exécutif. Donc, c'est un comité en fait qui regroupe toutes les directions de nos dispositifs et des fonctions support. Où là aussi, j'ai présenté la méthodologie et les enjeux et pour savoir un petit peu comment on allait déployer ce projet en fait à l'échelle associative. Donc en termes de moyens, j'ai utilisé les supports de Calirel. Je les ai un petit peu adaptés en fonction de ma présentation, mais j'ai notamment utilisé le PowerPoint de présentation et j'ai utilisé notre réunion de comité exécutif. Une fois l'adhésion des directions, il a fallu identifier un site pilote puisque j'allais pas me lancer dans cette démarche sur nos 30 établissements et services. Donc le choix, c'est un petit peu porté naturellement sur un site ESAT et SAESAT où voilà, j'ai présenté la démarche au CODIR ESAT avec la directrice du dispositif concerné. Et par le biais de cette réunion, on a identifié voilà, un territoire. Donc, c'était l'ESAT et la SAESAT de Saint-Calais qui a été identifié pour différentes raisons. On trouvait que c'était bien que ce soit sur ce lieu. Une fois le site trouvé, il fallait communiquer à l'ensemble des professionnels de cette ESAT et de la SAESAT ainsi qu'aux travailleurs. Donc, j'ai encore utilisé le PowerPoint de présentation que j'ai accessibilisé pour les travailleurs et que j'ai présenté via une réunion institutionnelle aux professionnels. On est aussi passé par le CVS pour présenter ce projet qui allait quand même mobiliser pendant plusieurs mois un groupe projet. Une fois cette communication, voilà, au niveau de l'établissement, avec le directeur de proximité, donc le directeur de l'ESAT, je lui ai laissé la main pour composer le groupe projet. Moi, je lui ai simplement en fait donné un petit peu le périmètre, c'est-à-dire que il était dans l'idéal, il fallait une équipe pluridisciplinaire pour composer ce projet et il me fallait aussi un ou une collègue animateur qui allait m'accompagner tout au long de ce projet. Donc, on a fait un appel à candidature et des professionnels voilà, ont été désignés, mais étaient plutôt favorables à participer à ce groupe. Et on a identifié 3 travailleurs des AT et SAESAT qui, eux aussi, étaient partants d'échanger avec les professionnels sur cette thématique. Donc c'est vrai que sur le diaporama, j'ai vraiment voulu identifier toutes ces premières étapes et c'est vraiment la phase de préparation du projet. Donc on a pris du temps, mais pour nous, c'était nécessaire vraiment de poser les bases de ce projet-là parce que même si j'allais animer sur le site, je voulais vraiment que ce soit une adhésion forte au niveau de l'association et aussi au niveau de la direction de l'établissement. Donc, une fois notre groupe projet en place, on a planifié nos réunions et puis on s'est lancé dans la démarche. Donc, pour cela, moi, j'ai vraiment utilisé le kit outil proposé par Calirel pour l'animation des séances. J'ai, pour exemple, lors de la première réunion de lancement, on fait un brainstorming. Donc, voilà, j'ai joué le jeu, j'ai utilisé la méthode des post-it pour
aussi permettre au groupe projet voilà, de prendre confiance dans ce groupe et puis d'échanger sur cette thématique et puis de comprendre un petit peu vers le sens en fait de cette réunion et ce pourquoi on était réunis. Donc, je me suis basée avec mon collègue animateur sur les comptes rendus qui nous ont pas mal servi en fait à centraliser nos propos. J'ai pris un petit peu la liberté de les alléger puisqu'ils étaient très riches et donc du coup, pour respecter aussi le calendrier, je les ai allégés sur certaines parties. À l'issue de ces réunions, on a formalisé le plan d'action, puisque au fur et à mesure, on soulevait des situations qui pouvaient être un petit peu critiques, et donc on essayait ensemble de trouver des actions concrètes pour essayer voilà, d'éviter soit une récidive ou de changer une organisation qui était un petit peu bancale. Donc, on avait toujours en tête qu'il fallait que les objectifs soient précis, concrets et surtout atteignables, puisqu'on ne voulait pas présenter au directeur un plan d'action qui ressemblait des fois à des plans d'action qui voilà, pouvaient traîner sur plusieurs années. Donc, ça, on a vraiment été vigilants tout au long des séances. Et notre dernière étape a été la communication. Donc, on en est là actuellement où on a présenté dernièrement ce plan d'action au directeur. Et donc là, l'idée, c'est de l'intégrer au plan d'action global de l'ESAT et puis de suivre en fonction des indicateurs toutes les actions que l'on avait identifiées. Quelques précisions par rapport au groupe projet que l'on a mis en place. Donc, on avait vraiment une équipe plurie, donc avec un responsable de production, un moniteur d'atelier, un animateur SAESAT, une coordinatrice médico-sociale, un coordinateur SAESAT 72 et 3 travailleurs ESAT et SAESAT. Donc, les travailleurs, en fait, avaient aussi une vision de l'ESAT que de la SAESAT, et ça, c'était important. Et en animation, il y avait la psychologue et moi-même. On s'est réunis 9 fois sur site en présentiel à raison de 2 heures. J'ai mis parfois 2h30 parce que des fois on a un petit peu débordé. Donc on avait posé les bases dès le début, mais d'un commun accord, on avait pris la liberté de pouvoir déborder un peu pour éviter de reprendre nos échanges lors de la prochaine réunion. Et lors de la réunion de lancement, on avait identifié 5 étapes de parcours qui allaient être décryptées. Donc la période de la préadmission-admission, l'accompagnement professionnel, l'accompagnement médico-social, la coordination de parcours, donc le lien entre l'ESAT et la SAESAT, et puis la fin d'accompagnement, la sortie, la post-sortie, comment on accompagne à la sortie d'un travailleur à l'ESAT ou à l'SAESAT. Merci. Alors, à chaque fois, ça ne me met pas le son, je suis désolée. Héloïse, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les apports de ce projet Oui. concrètement? Alors, après un bilan à froid, et c'est un bilan qui est partagé aussi avec le groupe projet, moi j'ai trouvé avec mes collègues qu'on avait une bonne dynamique de groupe, c'est-à-dire que le groupe projet a fonctionné. Tous les participants ont participé, enfin tous les professionnels ont participé. Il n'y a pas eu de clan, il n'y a pas eu de professionnels plus timides. Donc, avec mon collègue animateur, on n'a pas eu à inciter un professionnel à participer un peu. Donc voilà, il y avait quand même une bonne dynamique, des échanges constructifs entre les participants, dans le sens où on avait vraiment des échanges complémentaires. Et le fait d'avoir des différents corps de métier autour de la table, ça a permis aussi de nourrir les débats et surtout de confronter les points de vue. Et ça, c'était vraiment important. On a aussi pu identifier des actions concrètes et ça, voilà, c'était vraiment le but de ce plan d'action. C'était si vraiment il y avait des situations où voilà, on avait mis une priorité vraiment importante, on a pu vraiment trouver des axes rapides à mettre en place. Donc, c'était aussi un des points forts. Et le dernier, et je tenais aussi à le souligner, c'est la co-animation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dit dans la méthodologie et donc que j'ai appliqué, mais c'est vraiment un atout. C'est-à-dire que
porter ce groupe projet sur plusieurs mois seul en animation, je pense que je me serais mise dans une position difficile. Et donc, le fait d'être à deux, d'être deux animateurs, c'est vraiment, on est vraiment plus efficace parce que on est complémentaires, soit on rebondit sur un échange, soit on prend des notes. Enfin, en tout cas, à deux, c'est mieux. Le plus, c'est que, enfin, moi, j'ai trouvé le fait de me positionner en tant que personne tierce, parce que je ne fais pas partie intégrante de l'équipe, et d'avoir mon collègue animateur qui fait partie de l'équipe, ça a été un plus, puisque bah, moi, j'avais cette prise de recul, cette hauteur par rapport aux échanges, et donc du coup, bah, ça m'a permis aussi de pouvoir rebondir à certains propos qui étaient échangés. Et ma collègue qui était présente et qui connaît bien le fonctionnement de l'établissement, elle a permis aussi voilà, d'amener de nouvelles thématiques si toutefois les échanges avaient besoin d'être plus creusés. Alors, merci Héloïse. On voit les bénéfices de ce projet, que ce soit au sein de l'établissement des professionnels et des usagers, mais est-ce que vous avez été aussi confronté à des freins et comment vous avez pu les surmonter? Oui, c'est vrai qu'on a identifié quelques freins, donc qu'on a essayé au cours de ce projet bah voilà, de les solutionner. Le premier, c'est bien avoir en tête la définition du périmètre. Ça peut paraître anodin, mais se lancer dans ce projet-là sur un gros établissement, voilà, ça m'a pas forcément mise en difficulté, mais si c'était à refaire, j'aurais peut-être pu, voilà, faire ce projet-là sur un plus petit service. Et puis, il faut vraiment que la direction ait en tête le périmètre entier. Voilà. Là, il s'agissait vraiment d'avoir le parcours global en ESAT et en ESA-ESAT parce que, bah, comme vous l'avez vu, pour la première étape, l'admission, préadmission, ça passe aussi par une admission ESAT. Donc, une définition du périmètre bien précise et validée par toutes les parties prenantes. Un des deuxièmes freins, et pas des moindres, c'est celui sur lequel on va vraiment déployer des actions, c'est la participation des travailleurs puisque, bah, comme vous le savez, quand on se réunit entre professionnels et quand on pose des questions sur des thématiques aussi larges et importantes, parfois les professionnels sont pris dans leur débat et les échanges sont pas forcément adaptés et accessibles pour les personnes accompagnées. Et du coup, bah, nous, ça a toujours été voilà, notre point de vigilance avec l'animateur de pas oublier qu'il y avait des travailleurs en situation de handicap autour de la table et qu'il fallait adapter nos propos. Donc, ça nous a demandé du temps, ça nous a demandé une attention particulière. Et c'est vrai que si on avait à refaire ce projet, je pense que un temps de préparation en amont où on envoie des questions plus simples sur les thématiques que l'on va travailler en réunion, c'est quand même beaucoup plus facile après pour que les personnes puissent bah, répondre. Parce que souvent, même si on posait des questions simples le jour de la réunion, on n'avait pas forcément des réponses et du coup, voilà, ça nous a un petit peu mis en difficulté concernant le rétro-planning. Donc, bien être attentif sur la participation des travailleurs. S'ils étaient autour de la table, c'est qu'ils avaient des choses à dire et ils les ont dites. Donc, on peut s'en féliciter, mais vraiment miser encore plus sur leur préparation à participer. Ce qu'on va tester aussi quand on déploiera ce projet dans un autre établissement, c'est que bah, est-ce que c'est judicieux de les inviter tout au long de la réunion? Est-ce que on les invite qu'en première partie, puisque 2 heures, ça peut paraître long pour certaines personnes. Donc voilà, ce sera quelque chose que l'on va tester. Un des autres freins identifiés, c'était le parcours complet à reprendre. Donc, lors de la première réunion, on avait identifié 5 étapes. C'est vrai que c'était un objectif assez ambitieux et sur un gros ESAT qui plus est. Donc voilà. Pour un premier déploiement, on aurait pu peut-être faire le focus sur une étape ou deux en particulier. Dans mon idéal, 3 étapes, je trouve que c'est bien puisque ça permet vraiment bah, de creuser en fait vraiment les pratiques du quotidien et ne pas forcément répéter bah, une théorie ou le monde un petit peu rêvé dans les établissements.
Donc voilà, être vigilant en fait sur la dénomination des étapes. Et en dernier point, j'ai mis la structuration des échanges, puisque c'est vrai que dans la méthodologie, le rôle de l'animateur doit rebondir en fait en fonction des échanges qui sont donnés par rapport à chaque réunion. Et nous, on a trouvé en fait que c'était plus judicieux avec l'autre animateur d'envoyer et de préparer une batterie de questions, même très large. Et en fait, ça permettait aussi d'aider les professionnels à voilà, à pas forcément faire d'hors sujet et puis aussi de cibler les pratiques. Ça nous a permis aussi d'aller un petit peu plus dans le détail par rapport à certaines étapes de parcours. Donc, ça nécessite un petit temps de travail en amont des réunions pour le binôme d'animateurs. Merci Héloïse. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où exactement? Alors aujourd'hui, donc on a terminé ce projet de repérage des risques de maltraitance sur l'ESAT, la SAESAT de Saint-Calais. Donc on a fait une présentation courant septembre au directeur d'établissement pour voilà, du plan d'action et pour savoir s'il le validait. Donc il a apporté quelques ajustements, notamment en termes d'acteurs et de calendrier. Et du coup, une fois qu'il l'ait validé, en fait, il sera réintégré dans le plan d'action global de l'ESAT vraiment sur cette thématique gestion des risques. J'en ai aussi fait un retour en interne au comité exécutif auprès de la direction générale et des directions de dispositifs pour voilà, faire comme aujourd'hui un petit retour d'expérience à chaud sur ce qui a fonctionné, ce qui pourrait être amélioré pour la suite. Donc l'idée, c'était aussi le souhait de notre direction générale, c'était de pouvoir déployer ce projet sur voilà, un grand nombre d'établissements et de services en fonction aussi d'un calendrier raisonnable. Donc on a identifié un autre établissement qui va voilà, passer un petit peu à la moulinette. Donc c'est à partir du mois prochain un foyer d'hébergement sur la Flèche et à partir de février 2026 sur une ferme pédagogique. Et là où on en est, donc en termes d'actualité associative, l'année prochaine, on réécrit notre projet associatif et on va aussi actualiser nos orientations stratégiques. Et donc l'idée, c'est qu'on mette une priorité forte sur la thématique gestion des risques. Et puis, on découlera aussi une actualisation des projets d'établissement et de services où on aura un petit peu plus voilà, de matière pour actualiser nos outils. Eh bien, merci infiniment, Héloïse, pour ce retour d'expérience particulièrement riche et qui permet vraiment de voir concrètement en fait, l'engagement institutionnel, parce qu'il est quand même très fort, et la mobilisation des équipes et des personnes accompagnées, qui est aussi, je trouve, un élément assez fort de votre retour d'expérience. Alors, il y a pas mal de questions qui nous ont été amenées, et je vais ouvrir les premiers échanges avec une question un peu globale qui a été posée par plusieurs des participants. Vous avez évoqué qu'il y avait un certain nombre d'actions qui avaient été mises en œuvre. Est-ce que vous auriez un exemple très concret d'action qui a pu être mis en œuvre à l'issue de ce travail-là au sein des AT? Oui. Très concret et très récent puisque j'ai reçu les photos cette semaine. Quand on a travaillé sur l'étape de la préadmission, l'admission, j'ai posé la question au groupe projet de comment ça se passait au sein de l'ESAT. Donc, ils sont tous intervenus et donc la coordinatrice qui, elle, pilote cette phase-là m'a expliqué un petit peu comment elle recevait les personnes, donc les nouveaux stagiaires, les nouvelles personnes qui vont être admises au sein de l'établissement. Et il faut savoir que c'est un ESAT qui vient de déménager. Donc voilà, il y a aussi une appropriation des locaux qui est en cours. Et le tout premier accueil, en fait, se fait dans une salle. Et voilà, on a été jusqu'à échanger sur l'ambiance de cette salle, puisqu'on s'est mis dans la place d'une nouvelle personne qui allait faire un stage dans cette ESAT. Et au fur et à mesure des discussions, ils ont dit que la salle, elle pouvait pas forcément être
agréable comme premier contact. Et donc, du coup, ils ont trouvé en action concrète de mettre en place une télé avec, qui pouvait servir de support à la coordinatrice pour présenter les outils d'accueil, puisque c'est vrai que on présente beaucoup d'outils. Alors, même s'ils sont accessibles, ça fait quand même beaucoup d'informations. Et l'idée, c'était de rendre un petit peu plus chaleureuse cette salle pour mettre à l'aise le nouveau futur travailleur ou le nouveau stagiaire qui allait passer un petit peu de temps dans l'établissement et aussi permettre d'avoir un sas entre l'entrée et puis les ateliers donc pour poser ses affaires. Et donc là, en action concrète, ça a été un petit peu de décorer cette salle avec des affiches représentatives des ateliers et puis aussi des créations de la SAESAT et puis aussi d'installer cette télé pour permettre d'avoir une vision un petit peu plus grande sur les outils d'accueil. Et donc la télé a été installée cette semaine. Voilà. Merci. Une question suivante qui concerne l'implication de l'encadrement. Alors, on l'a vu dans le gros projet, mais au-delà, comment ça s'organise au quotidien? L'implication de l'encadrement. Donc le lien en fait entre le groupe projet et le directeur. Alors, et aussi avec les travailleurs après en proximité via les coordonnateurs, en fait. Alors, parce qu'en fait, du coup, le directeur ne faisait pas partie de ce groupe projet, mais il avait des petits points d'étape avec l'autre animateur qui était sur place, la psychologue, et moi, je lui en faisais aussi. Le, on n'a pas forcément communiqué au moment, enfin, pendant la réalisation des différentes étapes du groupe projet, puisqu'on voulait vraiment faire une communication à la fin du projet où on était en mesure de présenter un petit peu un retour d'expérience et un plan d'action. Donc, en fait, la communication avec l'ensemble des travailleurs et des autres professionnels va se faire pendant cette étape. L'autre question concerne la composition du COPIL Bientraitance. Comment c'est organisé au niveau associatif? Alors là, c'est pareil. Nous, au niveau de la page Sarthe-Mayenne, quand on organise un COPIL au niveau des fonctions support, on essaye à ce que le COPIL soit le plus représentatif des dispositifs. Donc, il y a eu un appel à candidature pour qu'il y ait à minima un ou deux professionnels d'un dispositif. Donc, on n'était pas forcément arrêté sur une fonction particulière, mais l'idée, c'était que chaque professionnel représentait un petit peu son dispositif et ses idées par rapport à ce projet audiovisuel. Et je vais regrouper les dernières questions au travers d'une question un petit peu plus globale. En fait, on a des questions sur les outils que vous nous avez présentés, par exemple les fiches réclamation, le guide Falc, etc. Vu qu'on est un petit peu contraint par le temps, est-ce que c'est des choses que vous accepteriez de partager au niveau pour qu'on puisse le relayer? Euh, oui, je vais demander l'accord de la direction générale, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Il faut savoir que pour les fiches plaintes et réclamations et les fiches EI, c'est notamment basé sur tous les attendus en fait de la HAS. Et donc notre fiche plainte et réclamation, elle était un petit peu plus étoffée où on a vraiment toute la partie présentation de la réclamation et puis aussi toute son analyse derrière pour que toutes les informations soient retrouvées et regroupées en un seul document. Mais oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais partager si j'ai l'accord. Pareil que pour le guide en Falc. Le but, de toute façon, c'est qu'il soit lu par le plus de personnes pour que l'information et la sensibilisation passent. Alors, on a une nouvelle question qui est arrivée, mais peut-être que comme on est contraint par le temps, on y répond assez rapidement, notamment sur savoir qui complète les fiches plaintes et réclamations, comment ça s'organise, comment ça vit. Alors, les fiches plaintes et réclamations, en fait, elles sont en libre service et à disposition de toutes les personnes que l'on accompagne. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye aussi de sensibiliser les professionnels sur ces fiches et sur voilà l'enjeu de ce document, puisque on le sait, c'est pas forcément le réflexe premier des personnes que l'on accompagne d'écrire une fiche, parce que il y en a qui ne sont pas forcément rédacteurs, d'autres parce que par crainte de savoir si on note ce qui va pas, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, on sensibilise aussi les professionnels à avoir le réflexe, quand ils entendent des choses qui mériteraient d'être posées sur une fiche d'interréclamation, qu'ils aient le réflexe de donner cet outil. Euh,
Après, c'est vraiment des documents qui sont donnés au moment de l'admission et qui sont à disposition à tout moment bah voilà, de la journée, enfin, par rapport aux ouvertures des établissements et des services. Et c'est aussi des documents qui sont ouverts aux entourages des personnes. Et donc, dans le guide en FALC, on a toute une partie en fait où on présente ce qu'est une plainte et réclamation. Donc, on a traduit ça par un mécontentement et on explique un petit peu la procédure. Donc, comment en fait, quand on écrit, quand on remonte un mécontentement, on va traiter ça au niveau de l'organisation. Et donc, on a toute une procédure après de traitement. Alors, merci Héloïse, du coup, pour ce retour très riche, qui est salué d'ailleurs par les participants. Donc, je relais les remerciements qui vous sont Merci. transmis. Et puis, on va zoomer Ouais. sur quelques ressources. Alors, des ressources plutôt au niveau national. Et puis, vous retrouverez l'ensemble des liens, bien sûr, via le diaporama qui sera mis à disposition. Le premier zoom que l'on voulait faire, c'est sur un e-learning qui est disponible, qui est proposé par le ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité, qui est disponible en ligne avec deux modules. Donc, un premier module qui est plutôt un module de base qui peut être largement diffusé et un second module qui permet d'approfondir la thématique au travers de mise en situation d'auto-évaluation. C'est vraiment à visée pédagogique. Donc, cette première ressource que l'on vous partage. Également, deux tomes sur la maltraitance proposée par Santé BD, voilà, qui permettent, Héloïse le citait, et parler du facile à lire et à comprendre. Bah, c'est également une illustration de ce qui peut être fait en facile en FALC. Et puis le troisième Zoom que l'on voulait vous proposer, c'est un guide au travers de différentes vidéos qui sont mises à disposition sur la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance. Donc, vous retrouvez l'ensemble des liens disponibles sur le diaporama, mais c'est vraiment des ressources pédagogiques et ludiques que vous pouvez mobiliser dans vos établissements. Et puis, bien sûr, il y a des ressources Qualité Santé, que vous connaissez pour certaines, les actes de la promotion de bientraitance et de la lutte contre les maltraitances, que vous pouvez retrouver avec un replay d'un séminaire que l'on a mené il y a quelques années, avec de beaux retours d'expérience également. Vous avez les fiches de recommandation de bonnes pratiques qui sont accessibles aussi sur la bientraitance, les définitions et les repères et les luttes contre les maltraitances sont des outils que vous pouvez utiliser au sein de vos équipes, qui peuvent aussi servir par voie d'affichage. L'escape game Où est Monsieur Bertrand, qui est connu et qui fonctionne très bien. Et notre enquête Regard croisé sur la bientraitance, pour lequel on envisage une nouvelle campagne régionale en 2026. Un petit... Et bien sûr, vous avez d'autres MQMS qui ont été produits pour parler de la bientraitance, l'éthique et les luttes contre les maltraitances que vous retrouvez dans nos replays. Et le point fort, hein, ben, c'est le parcours de repérage des risques des situations de maltraitance qu'Héloïse a mené de front et pour lequel on voit qu'il est totalement possible de s'investir et d'apporter de la cohésion entre les professionnels et les usagers pour arriver à travailler sur ces risques potentiels. Même si le parcours peut paraître un peu long, on peut aussi, comme vous l'avez très bien dit, Héloïse, décider de choisir certaines étapes clés du parcours pour pouvoir réaliser cette analyse des risques potentiels de maltraitance. En tous les cas, ce parcours, eh bien, il y en aura un nouveau qui va débuter en 2026. Il y en a un actuellement qui est en cours également. Il est là pour vous accompagner, pour vous donner des clés de repérage pour animer ces temps de réflexion sur la maltraitance et travailler sur vos parcours d'accompagnement avec des outils, avec un kit qui vous est proposé pour lequel, lors de ce parcours, on vous initie pour pouvoir mener cette analyse de pratique sur les maltraitances d'un point de vue systémique. Bien sûr, il y a à votre disposition des outils, mais Héloïse en a longuement parlé. Et puis l'objectif, bah, c'est bien sûr d'organiser et d'améliorer nos organisations, d'améliorer nos pratiques au bénéfice de la sécurité des personnes que l'on accompagne au quotidien. Alors, il n'y a pas de questions Ah, pardon. complémentaires sur le chat.
On a un peu dépassé, je crois. Oui, un petit peu, mais le retour d'expérience de la page était extrêmement riche et intéressant. Donc, un grand, grand merci, Ouais, merci, Héloïse. Héloïse. Et comme le soulignait Émilie, beaucoup de participants le saluent. Voilà, la qualité à la fois de votre retour d'expérience et puis de tout l'engagement réalisé au niveau de la structure. Vous avez Merci. cité aussi, et puis Véronique l'a dit, on a un guide. En fait, vous êtes appuyé sur la méthode qu'on avait proposée à Calirel Santé. Alors, il n'y a pas eu la question, mais je le dis quand même. Le guide, vous n'allez pas le retrouver sur le site internet de Calirel. Et c'est volontaire de notre part, puisque l'idée, c'est que, vous l'avez vu, en fait, ça nécessite du pas à pas et de s'approprier vraiment la méthodologie. Donc, c'est pour ça qu'on a ce parcours de repérage des situations de maltraitance qui vous est proposé où, au-delà des temps de rencontre, il y a vraiment un accompagnement pas à pas sur quasiment une année de Calirel pour permettre, quelle que soit la taille et l'organisation de la structure, de pouvoir permettre de mener ce type de travaux. Donc, nous espérons que vous avez trouvé des points de repère, en tout cas des idées, de l'inspiration au travers du témoignage et des ressources présentées. Et puis, on vous invite, si vous avez des initiatives intéressantes, à nous les partager parce que c'est ce qui fait la richesse des travaux de Calirel Santé, cette dynamique de réseau. On aura d'autres MQMS très certainement sur le sujet, j'en ai aucun doute. Mais dans tous les cas, le prochain MQMS est le mois prochain, le 10 octobre. Donc, ça a été un petit peu un fil conducteur aussi des échanges d'aujourd'hui sur les attendus de la Haute Autorité de Santé, et notamment dans le cadre du référentiel d'évaluation pour les structures médico-sociales. Donc, on vous donne rendez-vous le 10 octobre, notamment pour parler du dispositif d'évaluation, et en particulier pour les structures qui sont concernées par l'évaluation dans les 18 prochains mois, pour partager autour d'outils, de ressources, de conduite de projet. Et puis, bien entendu, on partagera aussi l'actualité de la HS sur le sujet. Donc, on va ouvrir les inscriptions là, en début de semaine prochaine. Elles sont peut-être déjà ouvertes. Cet après-midi. Cet après-midi. Donc, on vous invite à vous y inscrire en sachant que pour le 10 octobre, il n'y aura pas de replay comme on fait habituellement, puisque l'idée, là, c'est vraiment d'accompagner les structures qui sont concernées pour l'évaluation dans les 18 prochains mois. Donc, c'est un peu plus personnalisé que nos MQMS qui sont ouverts, quel que soit le niveau d'engagement dans la thématique. Un grand merci à tous les participants. Encore merci Héloïse. Juste une petite information complémentaire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui demandent, Héloïse, si on peut vous transmettre des coordonnées. Donc, si vous avez besoin de joindre Héloïse, n'hésitez pas à nous mettre un message sur la messagerie contact qu'on relaiera à Héloïse qui pourra vous contacter. C'est le début du Ah oui, succès. Héloïse. Héloïse, attention. Merci infiniment Héloïse. Et puis, Merci à vous. nous vous souhaitons un bon appétit compte tenu de l'horaire et à très bientôt à tous. Merci à tous. Merci.